Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. C'est désormais une habitude sur le jeu, tous les mois nous recevons une nouvelle vague d'upgrade pour des personnages qui étaient parfois un peu en retrait, qui avaient besoin d'un petit coup de pouce pour faire à nouveau le poids par rapport à d'autres personnages présents dans le jeu. Et donc on va découvrir ensemble un peu qui a bien pu recevoir des upgrades. Donc, cette fois-ci, les personnages concernés par les upgrades, ce sont Tidus, voilà, Queen et l'Empereur, deux personnages qui avaient grandement besoin d'upgrade. Warrior of Light, qui est encore à l'heure actuelle, je pense, sans trop de débat possible, l'un des meilleurs tanks du jeu. Sosé, un autre tank très sympathique au moment où il était sorti. Gavgarion, le chevalier noir de Final Fantasy Tactics qui avait reçu sa 6ème étoile en même temps qu'Agrias, King, un gunner de Final Fantasy Type 0, et Rosa de Final Fantasy 4. On va donc commencer rapidement par Rosa, qui est le personnage dans le tas qui présente le moins d'intérêt, puisque c'est un personnage qui peut aller au maximum qu'à 5 étoiles. Donc ces upgrades concernent que deux capacités. Donc la première upgrade concerne un sort d'attaque qu'elle possédait. Donc de base c'était un sort qui faisait 120% de... Non, même 100% de dégâts physiques, mais qui assurait un coup critique. Là, avec le niveau d'upgrade, ça augmente à 150% la puissance du sort, et enfin, je dis sort, mais c'est plutôt une attaque spéciale, puisque c'est basé sur les dégâts physiques. Et le deuxième niveau d'upgrade, ça monte à 200% de dégâts physiques, toujours avec un coup critique garanti. La deuxième upgrade est elle un peu plus intéressante puisqu'elle concerne sa régène de MP. C'était quand même le premier personnage du jeu à proposer une régène de MP pour l'équipe. Et bien avec ces upgrades, déjà au premier niveau ça redonnera des points de vie. Et au second niveau, et ben, la puissance de la régène à la fois de MP et également de HP est boostée, ce qui fait qu'à chaque tour, elle pourrait être capable de redonner, on va dire, une dizaine de MP. Et je dirais entre 800 et 1000 HP, voilà, durant 3 tours. Donc c'est sympa en soi, mais bon, sur un personnage comme ça, c'est malheureusement pas très intéressant. Ensuite nous avons King, donc King, qui était quand même un gunner assez intéressant, il frappait plutôt fort. Il avait d'assez bonnes stats. Le souci vient principalement de ses capacités d'équipement et du fait qu'il ne possédait aucune grosse attaque physique vraiment pour faire très mal comme les plus gros top tiers. Il n'a pas de truc genre qui fait du 200% de dégâts physiques en ignorant la défense de 50%. Finalement, sa capacité la plus utile, c'était Rapid Fire, une capacité qui existe aussi sur la version globale, et qui consiste à tirer entre 1 et 6 fois une attaque normale de manière aléatoire. Donc avec ambidextrie, voilà, si on a de la chance, il peut faire jusqu'à 12 attaques normales d'affilée, ce qui est quand même assez violent, mais bon, voilà, il avait guère plus. Ceci étant, ces upgrades sont quand même assez intéressantes, puisque elles concernent déjà un peu sa survivabilité, puisque c'était un personnage qui possédait une capacité pour se donner auréole durant un tour. En fait, s'il mourait après avoir activé cette capacité, il ressuscitait avec 50% de ses points de vie. Donc avec ces upgrades, désormais, au lieu de durer qu'un seul tour l'effet d'auréole, il dure 3 tours, et au lieu de revivre avec 50% de ses points de vie, il revivra avec 60% de ses points de vie. Bon, ça c'est un petit peu anecdotique, mais ce qui est plus intéressant, c'est ces upgrades qui concernent deux passifs d'attaque qu'il avait. Donc son premier passif qui lui donnait un plus 20% d'attaque physique et plus 40% de chance de critique. En fait, l'upgrade va augmenter les chances de coups critiques jusqu'à 60% au niveau de l'upgrade. Par contre, la puissance d'attaque n'augmente pas. Ceci dit, sa dernière upgrade concerne cette fois un autre de ses passifs, donc qui
de base lui donnait encore 30% d'attaque physique supplémentaire, et qui multipliait par 3 toutes ses attaques normales. Au lieu de faire un hit, il fait 3 hits. Donc au niveau 1 d'upgrade, le bonus d'attaque physique passe de 30% à plus 50%, et au niveau 2, il passe à plus 80%. Ce qui fait que là, avec tous ses passifs, il a au total, et nativement, 120% d'attaque physique supplémentaire. Et sans que ce soit lié au port d'une arme quelconque. Donc ça c'est plutôt intéressant. Le souci c'est qu'il peut équiper que les dagues, les projectiles et les armes à feu. Ce qui le rend un petit peu limité pour avoir des stats extrêmement élevées. Mais à l'avenir ça pourrait changer. Ça, s'il y a de nouveaux passifs qui sortent, de nouveaux équipements ou quoi. Donc ces upgrades ne sont pas inintéressantes. Et à mon avis il faut plutôt garder un œil sur King. Ensuite nous avons Gavgarion. Donc Gavgarion, il était un peu dans la même situation que Agrias au moment de sa 6ème étoile. L'un comme l'autre avait des 6ème étoiles un peu décevantes et ils n'arrivaient pas du tout à la hauteur de leurs illustres modèles. Agrias, elle rêvait de devenir un Orlandu. Quant à Gavgarion, c'était un peu la même chose, mais il rêvait de devenir un Dark Knight Cecil. Donc Agrias, avec ses upgrades, elle est devenue plus ou moins légale d'Orlandu. Est-ce que c'est le cas pour Gavgarion, de son côté? Eh ben, il reçoit de très très bonnes upgrades, pour le coup. Donc sa première upgrade concerne sa plus grosse attaque, qui de base faisait des dégâts de ténèbres physiques, avec un multiplicateur de 350%, mais il perdait 40% de ses points de vie au passage. Donc au premier niveau d'upgrade, les dégâts passent à 550%, et au second niveau d'upgrade, les dégâts passent à 750%. Par contre, au lieu de consommer 40% de sa vie, il consommera 45% de sa vie. Donc là c'est quand même assez intéressant puisque sa plus grosse attaque a un multiplicateur de dégâts équivalent à la plus grosse attaque de Dark Knight Cecil avec ses upgrades. Sauf que lui, ça lui consomme moins de vie, il ne se suicide pas avec ambidextrie lorsqu'il lance ce sort. Il sera certes à 10% de ses points de vie, 45% deux fois, mais il survivra. C'est peut-être pas plus mal. Le truc après, c'est que contrairement à Dark Knight Cecil, lui ne possède pas de régène de points de vie absolument phénoménal. Donc il faudra le soigner à la main après avoir lancé cette attaque. Ensuite, sa deuxième upgrade concerne tout simplement son passif, qui lui augmentait son attaque physique, et qui augmentait également les dégâts qu'il produisait contre des humains. Donc de base, c'était un passif qui augmentait son attaque de 30% et qui lui permettait de faire 50% de dégâts supplémentaires sur les humains. Donc au niveau 1 d'upgrade, le bonus d'attaque physique passe à 40%, et au second niveau d'upgrade, le bonus passe à plus 50% d'attaque physique, et le Human Killer passe de 50% de dégâts supplémentaires sur les humains à plus 75%. Donc avec ça, eh bien, il entre aussi dans la moyenne des attaquants physiques, c'est-à-dire qu'au total, sur ses passifs, il a plus 70% d'attaque physique, ce qui est franchement cool. Par contre, c'est un peu la même chose que pour King juste avant, c'est qu'il est un petit peu limité au niveau de ses équipements. Gavgarion ne peut porter que des dagues, des épées, des massues et des lances, ce qui le rend un peu moins polyvalent qu'un Dark Knight Cecil aussi à ce niveau-là. Ça aurait été bien qu'il puisse équiper au moins des Great Swords, mais bon, tant pis. Et enfin, sa dernière upgrade concerne un buff qui pouvait s'appliquer sur lui-même. Donc de base, ce buff lui augmentait de 60% son attaque physique durant 3 tours, mais en contrepartie, ça diminuait sa défense physique de 30%. Et chose aussi assez intéressante, c'est qu'une fois que l'on avait lancé ce sort, ces deux autres de ses capacités, qui lui permettent d'absorber respectivement des points de vie et des points de magie, obtenaient une capacité supplémentaire. Le sort qui absorbe les points de vie lui octroyait en même temps des dégâts de ténèbres sur toutes ses attaques durant 5 tours, et l'attaque qui absorbe les points de magie faisait en même temps un debuff de moins 50%
de résistance face aux ténèbres sur une cible. Donc c'était assez intéressant comme mécanique. Et donc avec ces upgrades, le sort initial, donc son self-buff qui débloque en plus les capacités supplémentaires sur ses autres attaques, passe à 80% d'attaque physique supplémentaire au lieu de 60% initialement. Et au second niveau, les deux capacités d'absorption de HP et de MP que j'ai citées juste avant se transforment en AOE, donc qui touchent toutes les cibles en même temps. Et là c'est quand même assez intéressant, particulièrement pour le sort qui absorbe les MP et qui met le debuff de résistance aux ténèbres, parce que du coup toutes les cibles en face recevront un debuff de moins 50% de résistance aux ténèbres. Sachant que sa plus grosse attaque, là, qui a un multiplicateur de 750% de dégâts physiques de ténèbres, c'est une AOE. Ça touche également tous les adversaires. Donc, eh ben, les upgrades de Gargarion sont vraiment très intéressantes. On n'est pas encore au niveau d'un Dark Knight Cécile, mais le personnage est enfin un chevalier noir très viable. Donc, eh ben, si vous avez envie de jouer ce type de personnage, je vous encourage vivement d'upgrader votre Gargarion. Ensuite, nous avons Sosé. Donc Sosé, comme j'ai dit, c'était un tank très sympathique au moment où il est sorti. Il avait d'assez bonnes stats. Il était spécialisé dans le feu, à la fois pour les dégâts qu'il pouvait produire, et les résistances, parce qu'il avait naturellement une résistance de 50% au feu. Donc bah, il était bien, mais assez situationnel en fait. Et donc là, avec ses upgrades, bah, il reçoit des petits coups de pouce pour booster un peu ses forces. Donc la première upgrade concerne un passif qui lui donne de base 30% d'attaque et de défense physique s'il est équipé d'une armure lourde, et plus 50% de résistance au feu. Donc le premier niveau d'upgrade passe la résistance au feu à plus 70%. Et le second niveau d'upgrade lui donne à la fois une régène de points de vie, et plus 20% de points de vie. Voilà, ce qui le rend un peu plus résistant. Bon, la régène de points de vie, c'est pas très important, par contre, plus 20% de points de vie, plus 20% de résistance au feu, c'est quand même plutôt cool. Au total, avec ses passifs, il a plus 50% de points de vie, donc c'est quand même un tank qui aura une assez bonne survivabilité. Ensuite, sa deuxième capacité, ça concerne un buff qu'il pouvait donner à son équipe, donc un buff plutôt classique qui augmentait de 40% la défense physique et magique durant 3 tours, donc pour tous nos persos. Donc bah, le premier niveau d'upgrade passe l'effet de ce buff à 5 tours, et le deuxième niveau d'upgrade passe le bonus de défense physique et magique à 50% au lieu de 40%. Bon, là, c'est pas une très grosse évolution, on passe assez rapidement dessus. Et enfin, sa dernière upgrade concerne sa plus grosse attaque, qui était une AOE de feu, avec un multiplicateur de dégâts physiques de 200%, non 230%, pardon, 230%, et qui ignorait la défense de 25%, et qui avait également 30% de chance d'infliger paralysie. Donc pour un tank, mine de rien, c'était une attaque qui faisait pas mal de dégâts. Même si évidemment, voilà, un tank n'est pas fait pour produire énormément de dommages, mais toujours un petit coup de pouce pour le DPS, c'est pas de refus, surtout qu'avec tous ses passifs, il a plus 50% d'attaque physique, ce qui est pas mal franchement, même très bien pour un tank. Et donc les upgrades de ce sort font passer au niveau 1 le multiplicateur de dégâts physiques à 250% au lieu de 230. Et au second niveau d'upgrade, ça fait passer l'ignore défense à 50% au lieu de 25%. Et également les chances de paralyser qui passent de 30% à 60%. Donc là tout de même, une AOE de feu qui fait 250% de dégâts physiques en ignorant la défense de 50% et qui a 60% de chance d'infliger paralysie, c'est quand même pas mal. Ça n'en fera pas pour autant un attaquant physique intéressant, mais voilà, disons que ses forces sont encore plus renforcées. Mais on est plus sur du coup de pouce que réellement une vraie transformation du personnage.
Ça reste toujours un tank sympathique et situationnel. Ensuite, Warrior of Light. Le Warrior of Light, un tank que tout le monde adore, je pense. Donc ces upgrades. Ces upgrades, eh bien, pour la première, ça concerne une capacité donc qui devait activer. Et une fois activé, il avait 50% de chance durant 3 tours de couvrir ses alliés qui étaient censés recevoir des attaques, tout en mitigeant les dégâts physiques et magiques de 50% au moment de protéger ses partenaires. Donc le premier niveau d'upgrade renforce la mitigation de dégâts magiques. Au lieu de mitiger 50%, ça mitige 60%. Et au niveau de d'upgrade, ça passe à 70% de mitigation de dégâts magiques. Et ça augmente également les chances de protéger ses alliés à 75% au lieu de 50%. Donc ça va proc très souvent une fois que ce sera activé. Sa deuxième upgrade, c'est un passif qui faisait que sa défense physique augmentait de 100% une fois que ses points de vie tombaient en dessous de 30% durant un combat. Donc au niveau 1 d'upgrade, ça donne également un bonus de plus 20% de défense magique. Et au niveau 2 d'upgrade, le bonus de défense physique et magique passe à 150%. Voilà, et c'est vraiment un bonus permanent. Dès qu'il tombe en dessous de 30% de points de vie, hop, il gagne 150% de défense physique et magique, et il conserve ce bonus tant qu'il n'est pas mort. Ce qui est quand même vachement bien pour un tank. Et enfin, sa dernière upgrade concerne son taunt Brave Presence, donc qui lui permettait d'attirer les attaques adverses à 100% durant un seul tour. Donc là c'est très simple, au niveau 1 d'upgrade ça passe à 2 tours, et au niveau 2 d'upgrade ça passe à 3 tours d'aggro à 100%. Donc là c'est vraiment très bien. Bon, certains pourront peut-être regretter qu'il n'ait pas d'upgrade au niveau de ses debuffs, mais ils sont déjà extrêmement puissants, donc je pense que s'il en avait eu, ça aurait tout simplement cassé le jeu. Et là, c'est très intéressant parce qu'il il devient encore plus résistant en tant que tank, puisque avec ses deux capacités qu'il peut activer, Brave Présence et son autre sort pour protéger ses alliés, eh ben, il aura beaucoup plus de chances de recevoir des coups. Même s'il reçoit des coups, eh ben, il deviendra encore plus résistant grâce à son autre passif. Et il faut pas oublier non plus sa dernière capacité qui lui donne 30% de chance de se remettre 25% de ses points de vie et de ses points de magie lorsqu'il se reçoit une attaque magique. Donc autant dire que Warrior of Light va être très 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 difficile à tuer avec ses upgrades. Et ça reste encore, je pense, pendant un bon petit moment, le meilleur tank du jeu. Passons maintenant au natif 5 étoiles, donc l'Empereur qui va débarquer dans très peu de temps sur la version globale de Brave Exvius, qui est donc un mage noir qui, dès le moment de sa sortie, avait une puissance peut-être un petit peu discutable. Il avait quand même des outils, il était quand même assez fort, mais pour un natif 5 étoiles, il était peut-être un peu décevant, et comparé à d'autres comme Majin Fina ou Exdeath, bon voilà, ça n'avait pas énormément d'intérêt de le pull. Alors, est-ce que les gens qui possèdent l'Empereur vont avoir un regain d'intérêt pour le personnage avec ses upgrades? C'est compliqué. Bon alors, sa première upgrade concerne un sort de feu qu'il possédait. Donc c'est une capacité spéciale, pas une magie, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas utiliser avec Dual Cast. Et donc de base, c'est un sort qui faisait 200% de dégâts magiques de feu sur une seule cible, et qui avait la particularité d'augmenter sa puissance à chaque nouvelle utilisation. Il gagnait 200% de dégâts magiques supplémentaires à chaque nouvelle utilisation, et ça pouvait se stacker jusqu'à 10 fois. Donc c'est quand même assez violent, hein. Ça faisait du 2200% au bout de 10 tours. Bon, il faut quand même le faire hein, pour arriver à enchaîner ses sorts durant 10 tours, mais bon. Donc, au premier niveau d'upgrade, eh bien en plus de faire donc des dégâts de feu, le sort fera moins 25% de résistance au feu à la cible touchée. Et au niveau 2 d'upgrade, eh bien la puissance du sort augmente
au lieu de faire de base 250%, 200% pardon, de dégâts magiques, il fera 250% de dégâts magiques, et à chaque nouvelle utilisation, il gagnera 250%. Voilà. Donc ça fait au final, au bout de 10 tours, du 2750% de dégâts de feu. Bon, ce qui est un petit peu dommage, c'est que le debuff de feu ne soit que de moins 25%. Un moins 50% aurait été vraiment très appréciable. Ensuite, sa deuxième upgrade concerne son sort Règne. Règne, pardon. Donc c'était un sort assez amusant, puisque pendant 5 tours, il boostait sa stat d'attaque magique de 100%, mais en contrepartie, il diminuait de 20% la défense magique de toute son équipe. Voilà, ça colle plutôt bien au personnage, hein, qui est quand même un sacré salopard. Et donc avec ces upgrades, au premier niveau d'upgrade, la durée du buff et du debuff passe à 11 tours, au lieu de 5 tours. Et chose assez embêtante, c'est que le debuff de défense magique passe de moins 20% à moins 50%. Ça commence à faire beaucoup. Et au second niveau d'upgrade, le boost d'attaque magique passe de 100% à plus 200%. Et une dernière chose, c'est que le debuff de défense magique de 50% n'affecte plus seulement notre équipe, mais affecte également tous les adversaires. Donc c'est un peu mieux, mais tout de même, même si le buff est extrêmement puissant, diminuer de 50% sa défense magique durant 11 tours, bah vaut mieux l'utiliser sur des combats où on est sûr que l'on se recevra pas d'attaque magique, hein, parce que sinon ça risque de poser un assez grand nombre de problèmes. Et enfin, sa dernière upgrade concerne un passif qui de base lui redonnait 10% de CMP à chaque tour, donc un auto-refresh amélioré. Donc au niveau d'upgrade, ça lui donnera en plus un auto-régène et plus 30% de points de vie. Donc ça lui donne un peu plus de survivabilité. Et au second niveau d'upgrade, eh ben, on augmente encore plus sa survivabilité, puisque lorsqu'il aura au-dessus de 40% de ses points de vie, il aura 50% de chance d'ignorer 3 attaques qui lui seraient fatales. Donc un peu le même passif que possède par exemple Cloud récemment. Donc le personnage va être assez difficile à tuer. C'est très certainement le mage noir le plus résistant du jeu. Mais bon, le gros souci c'est que ces upgrades, ça ne renforce pas tant que ça la puissance du personnage. C'est un peu un perso à double tranchant. Sa grosse attaque de feu, elle est certes intéressante, mais il faut l'utiliser un sacré nombre de fois pour qu'elle soit réellement puissante. Son buff est vraiment très violent, mais la contrepartie est quand même assez déplaisante. Et puis, ouais, bah voilà, c'est tout. Au final, l'empereur, eh ben, c'est dommage. Ces upgrades, malheureusement, je ne pense pas que ça permettra de le rendre beaucoup plus intéressant aux yeux de la plupart des gens. Après, il y a peut-être des situations où il pourra avoir de l'intérêt, mais ça reste quand même compliqué pour lui. Ensuite, Queen. Queen aussi, c'était compliqué. Donc, une native 5 étoiles de type 0. Et elle avait rien de très intéressant, malheureusement, Queen. C'était un personnage assez équilibré, avec un passif un peu particulier qui la rendait quand même assez original, mais qui était quand même assez compliqué à utiliser. Donc on va en parler justement de ce passif, on va y venir puisqu'il est concerné par les upgrades, mais faisons les choses dans l'ordre. Donc sa première upgrade concerne un sort de régène de MP qu'elle pouvait appliquer sur l'équipe, et qui au passage lui enlevait 500 points de vie. Là vous dites, c'est un peu nul de régène de DMP, mais de sacrifier un peu de sa vie, mais en fait ça faisait partie de la mécanique du personnage. Et du coup, au niveau d'upgrade, la régène de points de vie, de points de magie pardon, sur toute l'équipe est plus puissante,
mais par contre elle sacrifie 50% de ses points de vie. Ah là, c'est embêtant. Et au deuxième niveau d'upgrade, la régène de MP est encore augmentée, mais par contre, elle sacrifie 95% de ses points de vie en lançant ce sort. Alors vous vous dites, bah c'est n'importe quoi, elle meurt quasiment pour redonner une petite régène de MP à toute l'équipe. Ouais, mais attendez, on va y venir. Mais d'abord, sa deuxième upgrade concerne finalement ce qui était sa meilleure attaque. C'était une espèce de barrage amélioré qui faisait 5 fois 90% de dégâts physiques sur des cibles aléatoires. Donc au niveau 1 d'upgrade, au lieu de faire 90% sur chacune des attaques, ça fera 110% de dégâts physiques. Et au second niveau d'upgrade, ça fera 140% de dégâts physiques sur chacune des 5 attaques. Et au lieu d'être sur cible aléatoire, ce sera sur une cible unique. Donc c'est un peu mieux. Le souci, c'est que c'est difficilement combotable avec d'autres attaques. Ça reste quand même 5 fois 140%. Ce qui est quand même pas si mal. Si on additionne, ça fait du 700% de dégâts physiques au total. Et sa dernière capacité concerne son passif Rakshasa, qui était le passif qui la rendait assez original, puisqu'initialement, avec ce passif, ça lui augmentait de 200% son attaque physique durant 3 tours, lorsque ses points de vie tombaient en dessous de 3%. Et là vous comprenez déjà un peu plus l'intérêt de se retirer énormément de points de vie, avec sa première capacité, qui régénère les MP de l'équipe. Le souci, c'est qu'en se retirant 95% de sa vie, on ne provoque pas l'activation de Rakshasa. Sauf que, avec les upgrades, justement ça change, puisque les conditions d'activation de Rakshasa ne sont plus à 3% de ses points de vie, mais à 6% de ses points de vie. Donc là, en gros, si les deux capacités sont upgradées, lorsque vous lancerez votre régène de MP sur toute l'équipe, vous sacrifierez 95% de vos points de vie, et en même temps, le passif Rakshasa s'activera. Et donc au premier niveau d'upgrade, en plus d'augmenter les points de vie nécessaires pour l'activer, ça donne donc toujours plus 200% d'attaque physique, mais en plus 200% de défense physique et magique supplémentaire. Donc ça c'est déjà intéressant. Et au second niveau d'upgrade, au lieu de durer 3 tours, le buff a une durée illimitée, tant qu'elle est en vie. Et au lieu de booster de 200% l'attaque physique, ça booste de 300% son attaque physique. Et ça booste aussi toujours de 200% la défense physique et magique. Donc là c'est assez intéressant parce que... Donc, on a un personnage qui de base n'arrive pas à atteindre des stats extrêmement élevées, à la fois à cause de ses passifs et de son équipement plutôt limité, mais une fois qu'elle aura lancé son sort qui lui enlève la quasi-totalité de ses points de vie, là elle obtient un boost absolument phénoménal pour toute la durée d'un combat si elle ne meurt pas. Et elle atteint, je pense, des stats assez proches des meilleurs attaquants physiques. Rendez-vous compte, 300% d'attaque physique supplémentaire comme ça, si on fait un calcul rapide, donc quand elle est au niveau max, elle a 144 d'attaque physique, elle peut en plus avoir 34 d'attaque physique supplémentaire par les pots magiques, donc 178 d'attaque physique, et donc 178 d'attaque physique x 3, on est sur du 534, si je dis pas de bêtises, d'attaque physique supplémentaire, au moment de l'activation de Rakshasa. 534 d'attaque physique supplémentaire. Et pareil aussi, le boost de défense est assez violent, elle sera quasiment aussi résistante qu'un tank. C'est pas rien. C'est pas rien. Mais voilà, le dernier problème, c'est que sa plus grosse attaque, qui peut faire certes faire pas mal de dégâts, elle n'est pas trop combotable avec d'autres personnages, donc ça reste encore un petit peu mitigé, mais elle a quand même gagné de l'intérêt tout en profitant encore plus de ses capacités qui étaient originales sur le personnage.
en fait c'est pas si embêtant que ça. On lance cette capacité, elle perd 95% de ses points de vie, bon bah on lui balance un petit élixir, puis voilà, elle retrouve tous ses points de vie et la capacité Rakshasa est toujours active. Donc pourquoi pas Queen. Et enfin, les dernières upgrades concernent Tidus. Donc Tidus il était à peu près au même niveau en termes de puissance brute que Aileen par exemple, qui a reçu ses upgrades le mois dernier. Donc c'était encore aujourd'hui un attaquant physique très intéressant, principalement basé sur des dégâts d'eau. Mais là, il devient encore plus puissant avec ses upgrades. Donc, qu'est-ce que l'ami Tidus a reçu? Donc, sa première upgrade, on va commencer direct très fort, puisque ça concerne sa plus grosse attaque physique, qui de base faisait 400% de dégâts physiques répartis sur 12 hits, sur une cible unique. Au premier niveau d'upgrade, le multiplicateur de dégâts passe à 560%, et au second niveau d'upgrade, il passe à 720%. 720% de dégâts physiques répartis sur 12 hits. C'est vraiment très très violent. C'est par exemple plus violent que la plus puissante attaque du Chevalier Oignon. Donc là, rien que ça, le petit Tidus se met bien. Second upgrade concerne alors une attaque physique qui faisait des dégâts assez faibles, puisque c'était juste du 140% de dégâts physiques. Mais par contre, ça avait la particularité d'activer en même temps un buff. Un buff qui augmentait de 40% toutes les stats de l'équipe durant 3 tours. Donc, au niveau 1 d'upgrade, l'effet du buff passe de 3 à 4 tours. Et au second niveau d'upgrade, le buff, au lieu de donner plus 40% à toutes les stats pour l'équipe, passe à plus 60% à toutes les stats. Donc c'est quand même plutôt sympathique qu'un attaquant physique comme ça possède un buff du genre. Sa troisième upgrade concerne un de ses passifs d'attaque. Donc de base, c'était un passif qui lui augmentait de 20% son attaque physique et qui lui donnait plus 50% de dégâts contre plusieurs types d'adversaires. Bon là je les ai pas en tête, mais de toute façon ça a pas trop d'importance puisque ça ne sera pas boosté avec les upgrades. Donc, au premier niveau, le bonus d'attaque physique passe donc de 20% à 40%. Et au second niveau d'upgrade, il obtient en plus un Sword Mastery, donc plus 50% d'attaque physique lorsqu'il est équipé d'une épée. Ce qui fait qu'il possède au total, il possède au total 120% d'attaque physique supplémentaire par ses passifs s'il équipe au moins une épée. Donc il est dans la moyenne, il est parmi les plus hauts attaquants physiques, niveau stats, tout simplement. Donc là c'est vraiment très très bien. Et enfin, sa dernière upgrade concerne un autre passif, donc qui de base lui permettait d'esquiver 30% des attaques physiques. Donc au niveau 1, il esquivera en plus 10% des attaques magiques qu'il reçoit, et au niveau 2, il esquive 20% des attaques magiques, et il a 30% de chance de contre-attaquer, avec une attaque toute simple. Donc que dire hein, pour Tidus tous ses points forts sont renforcés, plus de stats d'attaque, son plus gros sort qui fait beaucoup plus de dégâts, un meilleur buff, plus de survivabilité en esquivant un petit peu les attaques magiques, bref. Tout comme Aileen, Tidus avec ses upgrades, il remonte encore plus haut et je pense qu'il est dans le trio de tête des attaquants physiques tout simplement. En tout cas de mon point de vue. Donc, ceux qui possèdent Tidus, je pense qu'ils étaient déjà très contents, et ils pourront être encore plus contents. Voilà donc qui termine ce petit passage sur les upgrades. Et, je constate qu'il est 21h et que le jeu me donne mes petites récompenses quotidiennes. Voilà, merci jeu.
Et puis bah c'est donc sur ça qu'on va se laisser. Alors pour les autres vidéos concernant le nouveau contenu sur la version japonaise de Brave Exvius, et ben ça va devoir attendre un petit peu. Parce que je vous explique rapidement, normalement le nouvel event et la nouvelle bannière Brave Exvius étaient censés sortir hier. Ce qui a été le cas pendant quelques heures, mais il y a eu énormément de problèmes après la mise à jour. Beaucoup de plantage, de la surcharge de serveurs. Les développeurs ont dû faire plusieurs fois d'affilée des maintenances d'urgence pour essayer de corriger un peu tout ça. Au passage, ils nous avaient donné 2 fois sans l'API en compensation. Mais ils sont pas arrivés à corriger les bugs qu'il y avait, donc ils ont pris la décision de purement et simplement retirer le nouveau contenu. Donc ils ont laissé juste les nouvelles upgrades. Pour les nouveaux personnages, eh bien ils sont toujours présents dans le jeu, mais la bannière a disparu. Le seul moyen en fait de voir les personnages, bah, c'est dans le tirage quotidien. Voilà, ils sont présents, mais on peut les récupérer, hein, on peut tomber dessus, mais il n'y a pas la bannière de Rate Up, il n'y a pas non plus donc les nouvelles zones, les nouveaux combats pour l'event Brave Exvius, et on ne sait pas pour l'instant quand est-ce que le nouveau contenu va réellement arriver. Ils ont rien annoncé de plus, ils se sont juste excusés et ont donné une compensation supplémentaire de 1000 lapis et de 3 tickets qui assurent un cristal jaune minimum. Donc bon, eh bien j'attends parce que je veux ce nouveau contenu, et puis bah, dès qu'il sortira, je ne manquerai pas de vous faire des vidéos de tout ça bien entendu. Sur ce, je vous fais des bisous moustachus, et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.